Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV sur le thème Autonomie, un défi du quinquennat. Ce rendez-vous a été préparé avec le soutien du Crédit Coopératif. Comme vous le savez, cette émission est diffusée en direct et vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants grâce au fil de discussion situé à la droite de votre écran. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose tout de suite de passer à notre première séquence. Alors que débute ce nouveau quinquennat, la thématique de l'autonomie sera-t-elle enfin au centre de toutes les attentions? C'est bien la question que se posent bon nombre d'acteurs de la solidarité et de citoyens accessoirement. Car il ne faut jamais perdre de vue que le défi démographique qui nous attend va sans doute nous conduire à changer profondément notre rapport au grand âge et au handicap. À quel bouleversement faut-il s'attendre ? Quelles sont les réformes nécessaires? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Nassim Moussi. Bonjour, architecte et fondateur de l'université d'été Ville, Territoire et Vieillissement, qui est une très belle initiative, qui aura lieu d'ailleurs du 30 septembre au 1er octobre prochain. À Paris. Peut-être vous nous en reparlerez. Serge Guérin, bonjour. Donc vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement. Alors avant qu'on lance un peu cette fameuse discussion sur ce défi démographique, nous sommes allés interroger les acteurs de la solidarité pour connaître quelques-unes de leurs propositions pour anticiper cette avancée en âge de la société française. On les écoute et on en parle. Mes attentes pour le grand âge dans les prochaines années, je dirais que déjà, ce serait d'optimiser ce qui se passe dans le maintien à domicile avec les dispositifs qui existent depuis quelques années et qui fonctionnent plutôt bien. Donc il faudrait pérenniser et optimiser tout ça, surtout en faisant en sorte qu'il y ait des professionnels qui soient qualifiés et suffisamment en nombre. Ça va être important parce que les intervenants à domicile sont souvent un peu les premiers contacts, les premières relations que les personnes, les familles vont avoir. Et en fonction de cette relation-là, si ça se passe bien, le reste derrière, ce qui va découler dans le parcours, ça va bien se passer. Il y a beaucoup d'enfants, mais de plus en plus de personnes âgées. Donc si on arrive à mixer tout le monde dans des endroits communs et à créer des moments de convivialité commune, ça peut faire évoluer la société que vers du positif finalement. Ce qu'on voudrait, c'est avoir un petit peu plus d'autonomie pour pouvoir se promener, avoir des parcs, des villes aménagées avec des trottoirs aménagés pour les handicaps, parce que ça, c'est un problème. Et puis, le personnel qui est d'une amabilité formidable, mais malheureusement, il y en a peu, parce qu'ils sont mal payés. Pour anticiper le vieillissement de la société française, moi je pense qu'il faudrait accompagner au mieux la population française tout au long de leur vie dans la démarche d'acceptation déjà du vieillissement et ensuite la sensibiliser au mieux aux facteurs de risque qui y sont du coup associés et du coup mettre en place un petit peu plus de prévention primaire comme par exemple sensibiliser au bienfait de l'activité physique ou mettre en place des actions en cette faveur. J'ai le sentiment, oui, qu'on parle un petit peu trop tard de qu'est-ce que vous voulez faire une fois que vous êtes âgé et une fois que peut-être la dépendance est là. Que finalement on se pose les questions un peu tard de quelles sont les envies et les besoins des personnes, alors qu'on pourrait anticiper ce genre de choses, même au niveau familial en fait. Je trouve qu'au niveau familial, il y a toujours un peu ce tabou de qu'est-ce qui se passe une fois que mamie elle perd de l'autonomie et que qu'est-ce qu'elle veut faire en fait, et des fois ça arrive tard ces questions-là, et je pense que c'est des choses à anticiper et libérer cette parole-là au plus tôt quoi. J'aimerais que les personnes âgées soient plus entourées et qu'ils aient de la visite régulière, aussi bien à domicile qu'en EHPAD. Je vois ici, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais de visite. Faire en sorte que le vieillissement ne soit plus un tabou. Je trouve qu'il est encore trop tabou dans la société actuelle. Vieillir, ça fait peur, c'est moche, c'est dégradant. Et justement, il faut enlever un petit peu ce regard-là. Et puis, je pense qu'il faut aussi rendre nos seniors plus acteurs dans la société. Les valoriser, ils ont besoin de ça. Plus les faire participer à la vie sociale. Et puis, il y a un pouvoir de la transmission
transmission, elle est très importante. Transmettre aux plus jeunes, je pense qu'il y a pas mal d'activités intergénérationnelles à mettre en place et qui mettront en avant justement nos seniors. Il faut que ça change parce que déjà aujourd'hui on travaille de plus en plus tard, donc bon, voilà. Mais bon, il faut laisser aussi la place aux jeunes. Par contre, oui, il faut que ça change. Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne sert plus à rien. Bien au contraire, on a énormément de choses à transmettre, énormément de choses à donner et énormément encore de temps pour vivre devant nous. Hein. Donc on vit de plus en plus vieux. Donc il est primordial, à mon sens, de redonner une place véritable et vraiment importante au sein de cette société à nos aînés. Le vieillissement et l'écologie ont une certaine cohérence et certains parallélismes dans le sens où ça va être des questions qui sont un petit peu abstraites malgré qu'elles soient concrètes. Donc on imagine tout le temps le fait que ça va venir plus tard, donc c'est pas un problème immédiat, sauf que généralement quand on en prend conscience, c'est qu'il est trop tard, enfin c'est jamais trop tard, mais c'est pas, comment dire, on se retrouve souvent dans une position un peu plus délicate qu'on va regretter plus tard justement. Alors Serge Guérin, on a vu dans ce reportage que les propositions pour anticiper le vieillissement de la société française étaient nombreuses, mais peut-être que ça vaut le coup de comprendre un peu quelle sera l'ampleur de ce vieillissement à venir de la société française. Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne se rend pas compte de ce que ça va être, à quelle échéance, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, quelles sont les grandes conséquences justement de cette avancée en âge de la société française dans les années, voire les décennies à venir. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, ce reportage était très intéressant parce qu'on voyait une variété de regards, et plutôt des regards positifs d'ailleurs, mais c'est un peu normal là où ça avait été tourné, mais en tout cas, et des envies aussi. Finalement, une des problématiques, c'est peut-être celle-ci, c'est que souvent, ce sujet-là, on n'a pas envie. On y reviendra, mais il y a ce côté-là. Alors, et du coup, on ne regarde pas les choses. Alors, si je prends d'abord juste quelques chiffres, on ne va pas abreuver de chiffres, mais peut-être le premier, c'est 2015. La première fois dans l'histoire du pays que les plus de 60 ans sont devenus plus nombreux que les moins de 20 ans. D'accord. Globalement, à l'époque, 24,8% de plus de 60 ans, 24,2% de moins de 20 ans. Si je ramène dans les années 1900, on était à 15% de plus de 60 ans et 35% de moins de 20 ans. Vous voyez, donc vraiment une inversion donc très forte. Là, ça a été la bascule. Voilà, là, c'est la bascule. On peut se dire, 2015, voilà. Il y a eu ça aussi. Il y a eu plein de choses en 2015, mais il y a eu aussi cet élément-là très très fort. Et évidemment, ça continue. Ça s'est pas arrêté en 2015, puis 2016, ça aurait été inversé. Ça, c'est la première chose, peut-être, pour se dire ça. Deuxième élément, et on entre en plein dans dans l'intitulé du débat, c'est au cours de ce quinquennat qui s'ouvre, en 2026 pour être très très précis, qu'on va voir commencer l'arrivée dans la bascule des plus de 80 ans, des premières générations du baby-boom. Donc 1946, voilà, 80 ans plus tard, 2026. Et 80 ans, c'est le moment où on peut se dire le risque de commencer à avoir vraiment en nombre des problématiques de santé est important. Donc deuxième élément, on y arrive. Alors, on en parle depuis 50 ans, hein, ça fait rapport Larocque, 1962. Et déjà, d'une certaine manière, beaucoup de choses étaient dites. Et donc, à chaque fois, je me souviens, 5 ans, 10 ans, attention, on s'en rapproche. Là, on ne s'en rapproche pas, on y est. On est en bas du mur, en quelque sorte, mais on va se prendre le mur en pleine figure. Et peut-être troisième élément, c'est que d'ici à 2030, un salarié sur 4 sera aidant. Donc une personne sur 4 en activité sera aussi à devoir aider un proche. Donc là aussi, ça change. Oui, donc on voit bien les mutations que tout ça, ça implique. Hein. Oui, ça fait quand même beaucoup de choses. Après, on aurait plein d'autres éléments. Peut-être pour dire simplement et pour marquer les choses auprès des centaines de milliers de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Des millions. Voilà. C'est que notre destin démographique, c'est le vieillissement. Vous savez, on sort d'une campagne électorale, oui, l'avenir, la jeunesse et tout ça. Bien sûr que la jeunesse, ça ne veut rien dire, mais les jeunes participent de l'avenir. Mais notre avenir démographique, notre destin démographique, c'est le vieillissement. Et la hausse de la population, elle va partir de là. D'ailleurs, pas seulement en France, hein. Globalement, dans le monde entier, si je mets de côté un peu l'Afrique, c'est la hausse de la population, elle vient du vieillissement et pas de la production, entre guillemets, de jeunesse. Donc c'est aussi pour bien marquer qu'on change d'air complètement, sans s'en rendre compte, puisqu'évidemment, on est dans quelque chose comme ça, d'un petit peu invisible. Alors vous le disiez, ça a des effets sur l'ensemble de la société. D'abord, ça a des effets sur nous, tout simplement, sur notre histoire personnelle. Tout simplement, on vit plus longtemps qu'auparavant. Donc voilà, aujourd'hui autour de 83 ans d'espérance de vie. En 1900, c'était 46 ans. Donc on a presque doublé notre espérance de vie. Alors depuis quelques temps, elle augmente beaucoup moins.
Voilà. Et en dehors du Covid, mais plus largement. Bon. Mais n'empêche que nous vivons tous plus longtemps, donc nous avons cette problématique individuelle, et cette problématique individuelle qui est pour nous, mais qui est aussi pour nos proches, par exemple nos parents. Voilà. Et puis ça c'est la première chose, ensuite c'est les problématiques collectives qui sont énormes. On va évidemment penser aux questions de santé, on va évidemment penser aux questions de financement du grand âge, on va penser aussi à une société où par exemple dans les familles, vous avez aujourd'hui deux membres de la famille, 2 générations dans la famille qui peuvent être à la retraite. Des gens autour de 60-65 ans et puis des parents autour de 85, 90, 95. Très bien. On va aborder toutes ces conséquences peut-être de manière plus spécifique. Moi, je voudrais me tourner vers Nassim aussi. Donc, selon vous, quelle est justement la portée, l'impact de ce vieillissement généralisé de la population française et de ce fameux mur qui arrive et qui va arriver en 2026 et demain. Donc voilà. Oui, déjà je partage parfaitement ce qui vient d'être dit par Serge Guérin. Et moi je pense qu'au-delà des données chiffrées sur le vieillissement massif de la population, il me paraît quand même primordial de comment intégrer les aspirations et le ressenti de la population. Autrement dit, comment on porte la voix des vieux. C'est le premier point. Le deuxième point... c'est un vaste chantier. Absolument. Et je pense que le second point, c'est la question de l'échelle. C'est-à-dire la question de l'architecture face à l'adaptation des logements. Les lieux du soin, donc comment aménager un idéal palliatif avec une prise en charge médicalisée dans la dignité, et de l'autre, comment clarifier les lieux du vieillir. Et donc moi je pense nécessairement à la question des espaces publics, comment on arrive à dézoomer à l'échelle de la ville, mais s'intéresser à la ville, c'est aussi s'intéresser à la ruralité. Donc comment traiter la question des déserts médicaux, comment traiter la question du numerus clausus, comment vous travaillez ou vous traitez la question de la raréfaction du foncier, ou encore la question de la mobilité dans son contexte écologique. Donc vous l'avez compris, c'est quand même, quand on s'attarde sur l'étude de ces trajectoires sociétales, c'est un vaste chantier, je vous l'accorde, et c'est un vrai travail d'acupuncture. Alors justement, là on a évoqué énormément de thématiques. Moi ça m'amène à ma deuxième question. Ça serait quoi justement les priorités? Puisque là on n'est plus à réfléchir à 10 ans, 20 ans, c'est maintenant, c'est 2026. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité? Qu'est-ce qu'il faut poser en priorité justement pour essayer d'absorber quelque part ce mur démographique? Écoutez, moi ce que je peux vous dire c'est qu'il devrait y avoir 3 priorités. La première, le domicile. La seconde, le domicile. Et la troisième, le domicile. D'accord. Okay. Je m'en excuse au risque de choquer, mais il y a quand même une névrose collective sur le sujet en France. Nous le savons tous, il y a quand même une prégnance très forte pour la logique domiciliaire, et de l'autre, une fonction quelque peu repoussoire pour les établissements dits fermés. Ok, très bien. Maintenant, je le dis, moi, en tant qu'architecte, je pense qu'il est tout à fait pertinent de se poser la question de croiser plusieurs logiques, plusieurs bouleversements dans le tissu familial. Donc, c'est-à-dire le statut matrimonial, l'orphelinage précoce, le taux de divorcialité, les situations de veuvage, la famille monoparentale qui fait partie un petit peu de la mosaïque nouvelle des réseaux familiales, ou encore la famille dite nucléaire. Donc tout ceci, si vous voulez, ça participe à impacter le logement et de manière générale au cadre domestique. Et donc... oui, à partir de toutes ces trajectoires conjugales, partons du domicile. Et ensuite, on l'adapte selon le besoin et les désirs des personnes concernées. Et ensuite, on y ajoute un peu de santé, un peu de culture, un peu de repos, un peu de silence. Et voilà, on pourrait citer plein d'autres choses comme ça. Mais moi, j'ai quand même cette impression qu'on a une vision un petit peu catastrophique du vieillissement en France. Quand on parle vieillesse ou vieillir, bien sûr, en général, on pense EHPAD, qui est quand même un objet médico-architectural mal identifié. Et qui n'a pas de bonne presse du tout. Pas de bonne presse, mais au-delà de ça, c'est même un modèle assez jeune et qui est à bout de souffle. Mais au-delà de la critique qu'il constate, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin, au-delà. Quelle opportunité? Et donc, moi c'est un peu dans cette perspective que j'ai co-rédigé une tribune dans Le Monde avec Raoul Tachon et Hugo Christie, qui tente de clarifier des lieux de vie et des lieux de soins. C'est-à-dire un lieu où on est chez soi, là où on veut, et quand on a besoin de se faire soigner, on va dans un service public hospitalier ou dans des établissements gériatriques spécialisés. Et donc la priorité, c'est partons du domicile, du cadre domestique, j'ai envie de dire intime, pour tenter d'esquisser des éléments de réponse agiles et polyvalents. D'accord, très bien. Serge Guérin, est-ce que vous souhaitiez réagir justement à cette approche
triple domiciliaire, hein, domicile, domicile, domicile. Est-ce que ça fait partie des priorités, toute cette réflexion effectivement autour du lieu de vie, lieu de soins? Est-ce qu'il y a d'autres priorités sur lesquelles il faut vite se pencher pour faire face à ce vieillissement de la société française? D'abord, en effet, les gens très majoritairement souhaitent vivre et vieillir à domicile. Et que 5% seulement des plus de 65 ans sont accueillis dans des lieux type maison de retraite médicalisée. Donc c'est aussi la réalité. Je dirais, et finalement la question du logement est centrale, c'est dans cette problématique, c'est comment on arrive à agir en même temps sur la question de la transition démographique et la question de la transition écologique. Parce qu'elles vont de pair. Et un des endroits d'ailleurs où ça peut se faire, c'est justement dans le logement. On va réfléchir à comment on adapte le logement pour que les gens tombent moins, des choses comme ça, mais aussi comment on est bien meilleur en termes d'isolation. Et pour les plus âgés, quand il y a 20 degrés de changement, c'est jamais agréable, mais encore moins à 85 ans. Donc c'est aussi prendre en compte cela. C'est prendre en compte que c'est aussi une question évidemment de pouvoir d'achat, parce qu'on dépense moins, ainsi de suite, mais c'est de faire solidarité, justement, télésolidarité, de faire solidarité entre ces deux éléments-là. Et c'est sans doute sur le territoire où cela se joue, et en particulier dans le logement des gens. Et puis le deuxième élément, je dirais, c'est la question de la prévention. Et la prévention tout au long de la vie. Tout au long de la vie, du premier jour de la vie jusqu'au dernier. On peut améliorer sa santé à 85 ans, à 90 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va courir le 100 mètres en 10 secondes, c'est pas ça le sujet. Mais en tout cas, on peut continuer d'améliorer sa qualité de vie en investissant sur ces questions de prévention, en étant évidemment accompagné par des professionnels et des sachants par rapport à ça. Mais je crois que c'est vraiment la question de la double transition et la question de la prévention qui sont, à mon sens, à mettre en avant. D'accord, très bien. Donc si les changements que nous évoquons concernent des domaines très vastes, hein, les établissements et services du secteur doivent aussi envisager l'avenir. C'est le cas de la résidence Zemgor, un EHPAD situé dans le Val d'Oise. La résidence Zemgor, déjà c'est le plus gros EHPAD du Val d'Oise. Nous avons une capacité d'accueil de 208 résidents. Nous avons la particularité aussi d'avoir un pôle domicile et donc un pôle d'hébergement. Donc l'EHPAD du futur, c'est de continuer à faire ce qu'a initié la résidence Zemgor, je pense, c'est de pouvoir proposer une offre de soins adaptée à la population vieillissante, avec des unités spécifiques, avec des professionnels formés. Je pense qu'en adaptant la prise en soins, ça répondra totalement aux besoins de la population en général. L'objectif aussi de l'EHPAD de demain, c'est de pouvoir s'ouvrir sur le domicile. Maintenant, l'entrée en structure est parfois inévitable et c'est pour ça que l'EHPAD doit être à la fois un lieu de vie et un lieu de soins. Donc il y a une volonté d'ouvrir en effet les portes de l'EHPAD sur l'extérieur, que nos résidents puissent sortir et participer à un maximum d'activités proposées sur le territoire, mais également que le public puisse entrer dans nos murs pour pouvoir faire vivre aux résidents une vie qui se rapproche du quotidien, la plus normale possible, et de pouvoir bien évidemment donner une image beaucoup plus positive des structures comme les nôtres. La résidence Zemgor souhaite s'inscrire dans les appels à projets qui sont initiés actuellement pour être un centre de ressources territoriales. L'objectif est vraiment de pouvoir proposer une offre de soins auprès du public âgé à domicile pour pouvoir répondre à la demande de cette population et maintenir la vie à domicile le plus longtemps possible, mais proposer également des alternatives, des solutions d'hébergement, peut-être de manière temporaire, pour répondre de la manière plus adaptée au public vieillissant. L'EHPAD a un vrai rôle à jouer pour prévenir la perte d'autonomie. D'ailleurs, c'est le travail initié sur le pôle domicile avec la plateforme d'accompagnement et de répit et l'accueil de jour pour répondre à ces besoins et faire durer le plus longtemps possible le souhait de la personne âgée de rester à domicile. Et donc, avec un centre de ressources territoriales, on pourrait mettre aussi à disposition les prestations qui sont déjà proposées au sein de la résidence, avec par exemple nos éducateurs en activité physique adaptée qui pourraient proposer un ensemble d'accompagnements, un ensemble de prestations qui pourraient contribuer justement au maintien de la personne âgée à domicile. Alors on a vu à travers ce reportage que effectivement le secteur des EHPAD réfléchit beaucoup à toutes ces questions d'avancée en âge et d'anticipation justement d'une meilleure réponse. Mais il faut s'intéresser quand même, Serge Guérin, à cette question de l'anticipation. Ça veut aussi dire de l'investissement, ça veut aussi dire qu'il va falloir faire des choix.
alors sur le terrain économique, mais aussi sur des choix de société. Est-ce que ce vieillissement, il faut l'envisager comme quelque chose de forcément négatif, ou ça peut aussi apparaître, puisque vous parlez d'écologie, comme une opportunité aussi de changer notre modèle de société? Et est-ce que il peut y avoir des opportunités nouvelles à la suite de ce vieillissement? Vous avez utilisé un terme, et comme disait mon vieux camarade Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. Vous avez parlé d'investissement. Très souvent, on démarre sur c'est une charge, c'est un problème, c'est un coût. Non, c'est un investissement. C'est déjà un investissement pour permettre à des gens de mieux vivre, mais les gens âgés, mais aussi leurs proches, et donc vous et moi à un moment ou un autre. Bien sûr. Donc c'est un investissement perso, d'une certaine manière. Je parlerais d'égoïsme solidaire, quoi. On y a tout intérêt. Donc ça, c'est la première chose, je dirais, sur la base. Deuxième élément, c'est en effet un levier incroyable d'innovation technologique et d'innovation sociale. Et la première des innovations, c'est la question des métiers. On parle beaucoup aujourd'hui d'emploi. On parle sans doute, à mon sens, insuffisamment de métiers. Les métiers du grand âge, les métiers du care, les métiers de l'accompagnement des personnes touchées par le handicap, c'est des métiers d'abord de sens, quoi. Et donc, comment on investit plus dans ces métiers, du haut en bas, Il y a des gens avec des très fortes qualifications, il y a des gens avec moins de qualifications. La question aussi, c'est celle du sentiment, de l'émotion, ainsi de suite. Je crois que vraiment, là-dessus, on a quelque chose de très fort. Et puis, en même temps, c'est de se dire, alors, en étant aussi un peu clair, il y a des choix à faire, et quand il y a des choix, il y a des gagnants et des perdants. C'est pas vrai que tout le monde est gagnant. C'est par exemple, imaginez une ville, par exemple, où on roulerait moins vite. Les gens qui adorent rouler très vite, ils seront perdants. Sauf que si on roule moins vite, déjà on écrase moins, et pas seulement les gens âgés, les enfants, ainsi de suite. On pollue moins. Voilà, ça a plein d'effets, et ça permet aussi à des gens plus facilement de sortir de chez eux parce qu'ils ont moins peur, par exemple, de traverser la rue. Donc c'est aussi comprendre qu'à un moment donné, on doit collectivement faire des choix de vie. Et finalement, c'est adapter par exemple la ville au vieillissement, c'est d'une certaine manière adapter la ville ou le territoire aux problématiques écologiques. Donc on voit bien que là encore, c'est un levier. Donc il y a vraiment le levier des métiers, le levier écologique, on pourrait dire, et là encore, je reviens, le levier de la prévention. Si on investit plus autour de ces questions de prévention, qui ne sont pas seulement prévention en santé, qui sont la question de l'alimentation, la question la question de lutter contre l'isolement, le lien social, peut-être de mobiliser certaines médecines complémentaires, que sais-je encore. On investit, on rend les gens plus heureux, plus en lien les uns avec les autres, et en bout de chaîne, aussi avec des gens entre guillemets moins coûteux à titre personnel parce qu'on va mieux, et à titre collectif parce que du coup on est moins sur la sécurité sociale par exemple. Donc là on a bien un enjeu extrêmement global, mais on voit bien que c'est faire des choix, tenir ses choix et dire en effet on fait des choix, on investit là-dessus, peut-être moins là-dedans. Et quand on réfléchit aussi, c'est de se dire cet investissement c'est aussi, et ça fait lien avec ce que disait Nassim au début, c'est aussi comment on écoute les personnes, comment on ne fait pas pour elles. Comment ça tombe pas du haut. C'est aussi de se dire, mais ça part de leurs besoins. Ça part de leurs besoins, de leurs désirs. Les gens, ils ont même à 90 ans, vous n'avez pas que des besoins, vous avez aussi des désirs. Et comment on les écoute. Et les aspirations des personnes, en plus, issues de 68, peut-être changent. Voilà, on n'est pas personne âgée issu du baby boom comme on est personne âgée il y a une génération avant. Bien sûr, il y a un effet de génération, il y a un effet d'évolution aussi. Mes attentes à 50 ans ne sont pas nécessairement mes attentes à 90 ans. Bien sûr, voilà. Et quand on regarde la personne à 90 ans, pensez aussi tout ce qu'elle a été avant. On la voit comme à ce moment-là, mais il y a eu 90 ans de vie. Donc c'est aussi comment on transmet tout ça, comment finalement on donne de la valeur à la notion d'expérience. Parfois avec les étudiants, je leur dis, on ne va pas mettre le mot senior, on va mettre le mot expérimenté. Et tout de suite, ça change un petit peu. Il faut recruter un senior, il faut recruter un expérimenté. C'est pas tout à fait la même chose. Or, un senior, c'est normalement quelqu'un qui a l'expérience, si tout va bien. Tout à fait, très bien. Alors justement, si on se situe dans cette logique d'investissement, est-ce que vous partagez cette vision que peut-être les investissements, mais non pas simplement la gestion d'une charge, mais les investissements qu'on va opérer, qui vont être opérés, vont peut-être quelque part avoir des bénéfices aussi sur l'ensemble de la société, même au-delà du grand âge. Qu'est-ce que vous en pensez, Nassim aussi ? Je le partage totalement, encore une fois, mais vous savez, nous, on a organisé les universités d'été Ville, Territoire et Vieillissement. Et lors de la première édition, Jacques Attali était présent et il nous a parlé de l'économie de la vie et de l'économie de la ville. Alors effectivement, dans la silver economy, d'un point de vue économique, on sait qu'il y a un vrai gisement. Mais à la limite... un gisement d'emploi, on est d'accord. Exactement, mais à la limite, la question n'est pas là.
Parce que concevoir pour les vieux, c'est concevoir pour toute la société. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que qui peut le plus peut le moins. Donc quand une rue est adaptée aux besoins et aux désirs des personnes âgées, eh bien, elle l'est aussi pour les enfants, elle l'est aussi pour les personnes en situation de handicap. Donc on a tous à gagner à entamer cette transition, ce mode opératoire. Aujourd'hui, moi j'ai aussi en mémoire qu'on ne fait qu'additionner des sommes. Mais réfléchissons plutôt à combien nous coûte cette ville de tous les possibles, comment elle s'inscrit dans cette France de 2030. Et de manière un petit peu plus prosaïque, j'ai envie de vous dire, c'est que la rue, le trottoir, eh ben, c'est un peu le prolongement du domicile. Bien sûr. Et élargir un trottoir, eh ben, en fait, ça n'intéresse pas que les personnes âgées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace public ou l'espace intime, c'est à lui de s'adapter et non l'inverse. D'où l'interrogation de comment énoncer des environnements habilitants pour tous. Très bien. Alors, on va peut-être prendre une question internaute, la première qui tombe. Donc, c'est une question de Marie. Comment expliquer que les pouvoirs publics ne parviennent pas à anticiper ce vieillissement à venir? Alors, on est en plein dans le sujet, effectivement, puisqu'on a parlé de beaucoup de sujets, mais c'est des sujets dont on parle assez peu, qui ont été assez peu abordés à la fois durant la campagne présidentielle et alors encore moins législative. Comment vous expliquez, Nassim Moussi, le fait qu'en fait, on parle assez peu de tous ces sujets qui sont pourtant majeurs pour l'avenir de nos sociétés. Oui, enfin, vous savez, l'idée n'est pas de normaliser, d'anticiper ou de retarder le vieillissement à venir. Enfin, il y a quand même un état d'esprit, moi, qui me bouleverse personnellement. Je pense qu'il faut arrêter de scénariser nos quotidiens ou nos futurs comme un ensemble de recommandations, comme un ensemble de bonnes pratiques, comme un ensemble de règles. Vous savez, enfin, je ne vais pas passer mon temps à m'excuser toute l'après-midi, mais les réponses, on les a déjà. On les a déjà. Il suffit juste de lire les rapports de l'OMS, les rapports de Dominique Libaud, les rapports de... Libaud qui va intervenir bientôt et qui a fait de nombreux rapports sur le sujet. On est d'accord, les rapports Broussy, les rapports Pifto, les rapports Wolfrom, les rapports Guérin-Jandel sur les EHPAD 2021-2023. Bon, on possède toutes les circulaires. Maintenant, si on additionne une dizaine de rapports, la vraie question, en fait, finalement, où est le problème? Quel est le problème? Eh bien, moi, je pense que c'est extrêmement simple. C'est la mise en œuvre. Et pour aller un peu plus loin, un peu au-delà de tout ça, je me dis, finalement, quel récit collectif et citoyen sommes-nous réellement capables d'entreprendre? Moi, je pense que ce qui me paraît tout à fait important, c'est l'idée de comment sortons des solutions à taille unique, alors que l'on sait qu'il n'y a pas de vieillissement à taille unique, il n'y a pas de vieux générique. Tout à l'heure, vous me parlez de la question culturelle. Mais si je dresse une lecture un petit peu internationale, prenons quelques exemples. Sur le pourtour méditerranéen, en général, la figure de l'aîné, elle reste dans le cadre domestique. Bien sûr, bien sûr. Et si je m'attarde sur la question de la cohabitation, elle est tout autre dans les territoires bataves ou les régions septentrionales. Tout à fait. Et si je fais un grand écart sur ce qui se joue dans le monde anglo-saxon, je pense notamment au Canada ou aux États-Unis, et bien la question de la communauté, du communautarisme, elle est totalement différente. En France, cette question-là, elle est plus crispante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout n'est pas potentiellement duplicable à l'infini. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, comment on gère le partage des quotidiens? Comment vous traitez l'intimité dans le collectif? Comment vous intégrez finalement les principales personnes concernées en amont dans un projet de vie? Qui vous mettez autour de la table? Et donc, au-delà de cette question culturelle, c'est effectivement tout un véhicule politico-urbano et sanitaire à repenser dans son maillage territorial. Et donc ça mobilise effectivement des qualités organisationnelles et adaptatives d'une société, en l'occurrence la nôtre. D'accord, ok, très bien. Serge Guérin, comment vous souhaitez réagir à ces propos et justement, comment faire en sorte justement qu'on arrive à mieux anticiper, à mieux percevoir justement toutes ces évolutions à venir, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors je ne sais pas si ça réfléchit beaucoup côté pouvoir public. Je pense qu'il y a énormément de rapports qui prouvent que, en tout cas, les experts nous ont donné toutes les clés. Comment on fait pour passer à l'action maintenant? Oui, la question de Marie est excellente sur ce plan. Il y a plusieurs choses. D'abord, on parle souvent de biais cognitifs. On n'a pas envie de regarder en face le réel. Oui. D'accord. Ça arrive, ça. Hein. Ouais, ça arrive. L'actualité très récente nous l'a montré. Voilà, donc on a du mal avec ça. Et le politique a du mal avec cela. Et il n'y a pas un Pierre Mendès France tous les jours, quoi. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a une problématique avec ça. Il y a aussi que la société elle-même, elle n'a pas très envie
n'y a pas beaucoup de monde qui descend dans la rue pour défendre, mettre plus d'argent sur les vieux, par exemple. C'est pas très, voilà, c'est pas très fort, c'est pas, voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Aussi parce que la société elle-même, chacun n'a pas envie de se projeter. Ni le politique, ni l'individu a envie de se projeter dans son propre vieillissement. Du coup, je mets ça un petit peu de côté. Donc, il y a un aspect individuel et un aspect collectif. Et puis l'autre élément, sans doute, c'est un déficit de confiance. Finalement, on ne fait pas confiance, et le politique ne fait pas nécessairement confiance à l'aspect adulte des citoyens. En disant, mais là, il y a un sujet, il va peut-être falloir s'y mettre, retrousser les manches. On a du mal à en parler, à le dire comme ça. Il y a aussi sans doute un manque de confiance envers les collectivités locales. Parce qu'il me semble qu'un des enjeux, c'est vraiment la communalisation de ces approches. Là où les gens vivent, tout simplement. Ceux qui connaissent le mieux, c'est les CCAS, c'est les acteurs, c'est les élus, et ainsi de suite. C'est là où ça se passe très très fortement. Et en effet, vieillir à tel endroit, ça peut être très très différent de vieillir à seulement 3 km. C'est pas la même chose, pas le même environnement, pas la même géographie. Donc là, il y a aussi quelque chose dans cette notion de décentralisation aussi, peut-être à réussir ou à refaire plus fortement. Et là encore, en faisant un petit peu les deux liens ensemble. Donc je crois que c'est autour de ça, on a du mal, nous collectivement, et le politique en soi, a du mal parce qu'il n'est pas poussé. Et en fait, c'est quand il est face au mur. Et quand nous tous, on a la même question avec l'écologie, de ce point de vue-là. Il faut que ça chauffe, c'est le cas de le dire, très fortement pour qu'on commence à bouger. Et donc on a du mal avec ça et on n'est pas poussé pour le faire. Et donc finalement, c'est aussi comment on écoute mieux la parole des premiers concernés, les plus âgés, mais aussi la parole de tous les autres qui sont concernés, les aidants, les acteurs, les professionnels, et ainsi de suite, et comment tout ça remonte. Et ça remontera d'abord sur le plan local, je crois. Très bien. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Nous avons pu prendre la mesure des investissements et des changements culturels qu'implique cette fameuse transition démographique. Mais pour faire face à ce défi, il faut aussi s'intéresser au présent, au travers de la mise en place d'une véritable politique de l'autonomie. C'est encore un très vaste sujet que nous allons aborder lors de la prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, nous avons demandé aux professionnels leurs idées pour renforcer l'attractivité des métiers. Un problème évidemment récurrent dans le secteur. Moi, mes propositions pour renforcer l'attractivité des métiers du grand âge, je dirais que ça se jouerait sur 2 niveaux. Déjà, comment attirer les personnes et comment fidéliser les gens qui sont déjà là. Alors, pour attirer les personnes, moi, je dirais que ça se joue déjà à long terme sur la formation initiale, que ce soit dans le scolaire, dans les formations spécifiques du secteur médico-social, en ayant une vraie volonté de promouvoir les métiers du grand âge, le secteur et puis tout ça, de faire en sorte que voilà, il y ait des intervenants qui viennent sur place, de casser un peu les stéréotypes qui en découlent. Ce que je pourrais dire d'autre, ce serait aussi de faire des partenariats inter-établissements, des partenariats multigénérationnels qui permettraient à des personnes qui ne sont pas forcément attirées par le secteur, finalement, de poser le regard dessus et de se dire qu'il y a des intérêts, que ça peut être intéressant pour eux et qu'il y a du travail à faire et qu'on a besoin aussi. Puis le dernier élément, pour attirer, moi je dirais qu'il faudrait continuer ce qui se fait depuis quelques années sur l'accueil des stagiaires ou des jeunes dans des missions particulières. Je pense au service national universel, je pense au service civique et à tout autre type de stage qui attire des jeunes et à l'image de ce que je disais tout à l'heure, qui vont découvrir un peu ce qui se passe et après qui vont peut-être avoir envie de s'engager. Mes propositions donc, pour renforcer l'attractivité des métiers du grand âge, donc, ce serait plusieurs choses. Donc, pour moi, il y a d'abord toute la qualité de vie et conditions de travail. Voilà, assurer un bon équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle, limiter les risques professionnels, axer vraiment sur la santé et la sécurité au travail. C'est quelque chose qui est très important dans notre secteur. Et ensuite, il y a une deuxième chose, ce serait de revaloriser l'ensemble des rémunérations du secteur, puisque on est un secteur où les rémunérations sont très peu élevées. Donc on a des salariés qui sont dans des situations sociales, financières, déjà en détresse, donc ils prennent eux-mêmes en charge des populations en détresse. Donc voilà, ce qui n'est pas toujours facile. On fait un métier qui est usant psychologiquement, physiquement, et les métiers de notre secteur ne sont pas valorisés à leur juste valeur.
Pour moi, renforcer l'attractivité des métiers du grand âge, ça va sur 2 axes. La première, c'est l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur, pour voilà, montrer un petit peu que un EHPAD, c'est un lieu de vie à part entière. Et le deuxième axe, ce serait d'interagir avec les jeunes qui sont en pleine orientation et de leur faire découvrir justement les nombreux métiers dont on ne parle pas assez. On parle beaucoup du personnel soignant, par exemple, mais peut-être pas assez en détail. Et puis des autres, les psychomotriciens, les éducateurs sportifs, les animateurs, qui ont tous leur rôle à jouer dans l'accompagnement des personnes âgées. Alors relever le défi de la perte d'autonomie de bon nombre de citoyens suppose de repenser les politiques sur le sujet, évidemment. Si une loi grand âge est fortement attendue, la question de la convergence avec le secteur du handicap est également un objectif pour bon nombre d'associations. Ces nouvelles politiques devront également tenir compte de l'attractivité des métiers dans ces différents secteurs de l'action sociale. Quelles sont les orientations envisagées? Pour faire le point, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Dominique Libaud, directeur général de l'École nationale supérieure de sécurité sociale et auteur de nombreux rapports, mais alors je vais citer le dernier, vers un service public territorial de l'autonomie, et Aurélie Olagnon, vous êtes donc consultante en gérontologie et membre fondatrice de l'Observatoire du grand âge. Vous allez nous en parler. Alors Aurélie Olagnon, nous l'avons vu dans ce reportage, la question des ressources humaines est une vraie préoccupation chez les acteurs du secteur. L'été ne va pas ranger les choses, parce qu'on sait que c'est une période de grande tension. Comment on peut faire pour renforcer l'attractivité des métiers de l'autonomie et ainsi lutter contre cette pénurie récurrente, on va dire, de personnel depuis de nombreuses années? Alors déjà, il y en a eu des rapports sur le sujet. Oui, voilà, mais tout a été dit. On a le rapport El Khomri qui a vraiment exploré tout ça. En fait, il faudrait se poser la question dans l'autre sens. Là, on se demande comment rendre attractif, mais se poser la question de qu'est-ce qui a fait que ça n'est plus attractif, si on prend le problème dans l'autre sens. Quand on discute avec des soignants, quand on leur pose la question en EHPAD, pourquoi est-ce que vous vous mettez en arrêt, pourquoi est-ce que vous démissionnez ? La réponse, c'est j'ai perdu le sens de mon travail. J'ai perdu le sens, je ne sais plus ce que je fais. On me demande de faire de la technique, on me demande de chronométrer mes interventions. Je n'ai plus de sens, je ne suis plus dans l'humain. Donc si vous faites un peu le problème comme ça, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire? Donc il y a une question de ratio, il y a une question, donc on l'a vu dans la vidéo, de rémunération, effectivement, qui est primordiale aussi. On a besoin d'avoir la loi de l'offre et la demande, simplement, mais les ratios. Et si vous n'avez pas assez de monde, forcément dans un établissement, le management va aller ce sera un cadre beaucoup plus serré, ce sera beaucoup plus difficile, des pressions managériales, donc forcément une qualité de vie au travail, ça a été abordé aussi dans la vidéo, une qualité de vie au travail qui est sabordée, avec des personnes qui vont démissionner, qui vont se mettre en arrêt. Vous êtes dans un cercle vicieux de moins en moins de monde. Donc l'idée, ça va être de renverser la vapeur, d'aller chercher comment est-ce qu'on peut faire pour faire un cercle vertueux. Donc commencer par augmenter les ratios de personnel, avoir plus de monde. Augmenter les ratios, c'est mettre effectivement de l'argent en embauchant, mais ça va permettre d'offrir du temps à ces soignants, mais donc du temps aux résidents, et je pense aussi aux soins à domicile, qui sont chronométrés pour chaque intervention au domicile. Il n'y a pas que l'EHPAD, et ça va vraiment permettre à ce moment-là de renverser la vapeur, et on a plus de temps, on retrouve de l'humanité, on retrouve du sens, on retrouve un cadre bienveillant pour son travail, et on n'est plus dans la maltraitance, parce qu'on sait ça, on est de la maltraitance institutionnelle. Les soignants le disent, on ne me donne pas les moyens d'être bien traitant. Vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez, formation bien-traitance, des super salles de repos pour les soignants, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous ne prenez pas le problème à la base, ça ne marchera pas. C'est un pansement sur une jambe de bois. D'accord, très bien. Dominique Libaud, Aurélie Olagnon évoquait cette question des ratios, des moyens. Moi, j'ai envie d'aller encore plus loin dans la question qu'on souhaiterait vous poser. On s'aperçoit que maintenant, on arrive à un point où on manque même de candidats, en fait, pour venir travailler en EHPAD ou à domicile. C'est-à-dire qu'en fait, la pénurie se situe même au-delà même des établissements. C'est-à-dire qu'il n'y a les personnes, les jeunes en particulier, ne veulent plus travailler dans ces secteurs-là. Est-ce qu'il y a un effort à faire aussi pour, quelque part, revaloriser ce secteur du grand âge pour arriver à cet objectif d'attractivité ?
C'est évidemment le sujet presque le plus fondamental, hein, les métiers, parce qu'on peut avoir beaucoup d'objectifs sur la politique du grand âge, la prévention, la qualité, etc. Mais si on n'a pas des professionnels, on n'y arrivera pas. Et le sujet, si j'ose dire, malheureusement, n'est même pas, j'ose à peine le dire, mais donc de réaliser des progrès, mais d'éviter la dégradation. On est en risque de forte dégradation aujourd'hui du fait de ces problèmes d'attractivité. Et effectivement, donc de candidature, mais aussi de fidélisation, parce qu'il y a aussi beaucoup de départs. Et je pense que malheureusement, c'est vraiment multifactoriel. Donc il faut agir sur beaucoup de chaînons de la chaîne. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je voudrais juste dire, il faudrait que notre société, tout simplement, considère que ces métiers autour des personnes vulnérables sont des métiers importants, sont des métiers fondamentaux. Aujourd'hui, on a tendance à dire aux jeunes, c'est super d'aller en vélo pour permettre aux gens d'avoir en 3 minutes ce qu'ils auraient eu en 10 minutes, et que c'est plus fondamental pour la société que de s'occuper, de prendre le temps de s'occuper de votre parent âgé. C'est quand même le message, un peu implicitement, qu'on voit la société. Donc la première chose, c'est aussi de valoriser effectivement le grand âge lui-même, ou la vulnérabilité, de repenser le sens de la vulnérabilité dans nos sociétés. Et ensuite, il y a effectivement tous les éléments de métiers qui ont du sens. Donc effectivement, j'avais proposé le sujet des ratios, mais il y a le sujet de l'EHPAD, mais aussi du domicile. Donc ça ne concerne pas seulement l'EHPAD. Je dois dire aussi que les questions de management sont très importantes, parce que moi, je vois que d'un management à l'autre, eh bien, on trouve quand même des salariés honnêtement épanouis ou moins épanouis, des fidélisations. Je vois des risques d'accident de travail, maladies professionnelles qui ne sont pas les mêmes. Je vois un absentéisme qui n'est pas le même. Donc, oui, le management, c'est super important. Et je pense que tout ce qui a tendance à travailler sur un management fondé sur l'autonomie du soignant, sur une nouvelle relation soignant-soigné, sur ce qu'on appelle la capacité d'agir de la personne et non pas je fais à votre place, tout ça, c'est vraiment l'avenir. Et il faut travailler sur les formations, dès les formations, pour donner ce sens. D'accord, très bien. Alors je reste avec vous, Dominique Libaud. Il y a aussi, au-delà de cette question de l'attractivité, cette fameuse question de la gouvernance des politiques de l'autonomie. Alors c'est un très vaste sujet, vous avez publié très récemment un rapport sur le sujet. Est-ce que la gouvernance des politiques de l'autonomie doit évoluer? J'imagine que oui. Et comment elle doit évoluer? Alors, c'est un sujet qui peut apparaître un peu lointain pour les personnes, mais je veux partir du concret. Moi, je pars du concret et de la personne elle-même. Et en fait, aujourd'hui, je pense que mon constat, c'est qu'il y a un hiatus entre ce qui est affiché dans les politiques de l'autonomie et ce que vivent la plupart des personnes au quotidien. Ce qui est affiché, c'est la politique, ça vise à vous permettre justement d'être autonome, finalement, de vivre selon vos choix, de vivre votre grand âge comme vous le souhaitez. Or, aujourd'hui, en fait, les gens expriment beaucoup le fait qu'ils sont contraints et que quelquefois, ils sont exilés de leur propre vie et que le parcours de la perte d'autonomie est souvent un parcours du combattant pour la personne et pour l'aidant. Pourquoi? Parce que finalement, notre service public sur le terrain n'est pas construit comme un service public de l'autonomie. Il est construit comme il a été, selon l'histoire de notre pays, qui a fait que d'un côté, il y a le social qui est plutôt du côté des collectivités territoriales, et qu'on s'occupait de l'aspect logement, habitat, mobilité et demande sociale de la personne, et puis l'aspect sanitaire qui va être plutôt du côté État, avec l'Agence régionale de santé, et puis des professionnels eux-mêmes très éclatés, l'hôpital, la ville même éclatée entre le médecin, les infirmiers et tout ça, etc. Donc tout ça est très complexe et n'a pas tendance spontanément à travailler ensemble. Or, plus on est vulnérable, plus on a besoin finalement d'un nombre d'intervenants important, et si on n'arrive pas à le coordonner bien, eh bien ça demande beaucoup de travail à l'aidant ou à la personne, où finalement on se retrouve dans ce qu'on appelle des ruptures de parcours, notamment ce qui se passe souvent, vous avez un couple âgé, eh bien l'aidant lui-même a un problème de santé, on ne sait pas quoi faire, on envoie tout le monde aux urgences à l'hôpital et c'est la catastrophe. Donc tout ça, c'est pas sain du tout. Donc mon sujet, c'est tout simple, c'est de reconstruire le service public de proximité par rapport aux besoins de la personne et de le penser comme un accompagnement d'un parcours, pas simplement des réponses ponctuelles, mais vous êtes, vous, service public de la sécurité sociale, des collectivités locales, de la RS,
vous êtes membre d'un service public global, service public territorial de l'autonomie. Et on a la chance quand même d'avoir en France une Caisse nationale de solidarité à l'autonomie, la CNSA, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, qui peut piloter cette coordination du service public territorial de l'autonomie. Donc je propose non pas une révolution institutionnelle, parce que j'y crois pas trop, mais une révolution culturelle, à partir de ce pilotage par la CNSA, et de travailler sur des acteurs qui s'entendent sur les territoires pour des réponses adaptées aux territoires, qui sont différents, mais avec une veille sur l'équité territoriale, parce qu'on a quand même un risque fort d'inéquité territoriale sur ce terrain-là, et donc je demande dans ma proposition à ce que la CNSA soit un peu l'organisme qui va veiller à cette équité territoriale. D'accord, pour donner aussi une vraie visibilité à toutes les personnes qui auraient besoin de faire appel à ce fameux service public, hein, on est d'accord, hein. Il faut qu'ensuite il y ait un cahier des charges au niveau national du service rendu sur l'accueil, l'orientation, sur la gestion des droits, sur les solutions concrètes, sur la prévention qui est très importante et sous-estimée, et que sur la base de ce cahier des charges s'organisent les acteurs pour permettre un parcours fluide, simple, une porte d'entrée très simple pour la personne âgée et les aidants. Personnes âgées et handicapées, parce que sur ce sujet, on y reviendra peut-être, les besoins sont très semblables entre personnes en situation de handicap et personnes âgées. On va l'évoquer. Alors justement, juste pour vous faire réagir à ces vastes propositions, justement sur le besoin de lisibilité, en fait de donner de la lisibilité à des personnes, soit personnes âgées, soit en situation de handicap, soit aidantes, qui sont souvent dans une situation pas facile déjà, et qui ont besoin d'avoir justement face à eux des acteurs à peu près organisés, coordonnés, fluides. On en est loin aujourd'hui selon vous ? Alors on en est loin, ça progresse, mais effectivement, et ça fait écho à ce que M. Libaud a dit, et ce que Serge a pu dire tout à l'heure, ou Nassim, on est sur une territorialisation qui est nécessaire. Un EHPAD, je prends l'exemple de l'EHPAD, c'est un écosystème déjà, c'est un EHPAD, c'est un acteur, c'est un employeur, c'est un consommateur local, il ne peut pas être isolé dans son écosystème, il doit faire partie. On a vu l'importance des CCAS pendant la période Covid, que ce soit pour les personnes vulnérables, pour la vaccination, on doit s'appuyer sur ces acteurs locaux. C'est important, ils connaissent les personnes en situation de vulnérabilité, on doit leur donner les moyens. Et effectivement, le côté social et sanitaire, le cloisonnement est très délétère vraiment dans cette problématique. Et rajouter, je milite vraiment pour que les EHPAD, pour que les directions d'EHPAD fassent partie des intercos, des centres d'action sociaux, même s'ils ne sont pas publics, parce qu'on ouvre les EHPAD. À chaque fois, on dit les EHPAD Mauroir, on ne connaît pas, mais ouvrez les EHPAD. Voilà. Et pareil pour les services à domicile qui connaissent les personnes. On a vraiment quelque chose de l'ordre du lien et de la communication à faire au niveau territorial. D'accord. Aurélie Olagno, justement, vous évoquez la question des EHPAD. Alors ces derniers mois, les établissements ont été au centre de bien des scandales, en tout cas bien des dysfonctionnements avec la fameuse affaire Orpea. Il y a eu des annonces justement, alors il y a eu deux effets croisés, à la fois la remise du rapport de la Haute Autorité de Santé qui vise à réformer en fait les procédures d'évaluation de la qualité, et puis une démarche aussi du gouvernement suite au scandale Orpea de vouloir fortement renforcer le contrôle sur les EHPAD. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité dans les EHPAD ? C'est quoi l'équilibre entre contrôle et évaluation ? Voilà, vous avez évoqué le problème des moyens évidemment, mais est-ce que c'est juste une question de moyens ? Alors, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de management. On en revient aussi un petit peu de démarche qualité. Le référentiel de la HAS, ça fait un moment qu'il était sur les rails. C'était bien avant le Covid et bien avant les contrôles. Faire des contrôles, c'est demander à un enfant de ranger sa chambre sous la menace de le priver d'un jouet. Il va ranger la chambre pour pas être privé de son jouet, pas pour avoir une chambre propre. Mais ça va être pareil en fait en EHPAD. Donc, tant que vous n'intégrez pas la démarche qualité dans une vraie
un management de l'établissement. Alors je parle surtout pour les petits EHPAD parce que vous avez les grands EHPAD et notamment ceux qui sont dans les groupes plus payés, qui ont un service qualité. Mais dans les petits EHPAD, les évaluations sont vues comme une contrainte. On vient leur dire il faut qu'on fasse l'évaluation, donc on la bâcle parce qu'il faut la faire, parce qu'il faut la rendre, sinon on ne peut pas négocier la convention ou le CEPOM. Donc forcément on se retrouve avec cette contrainte, les soignants sont épuisés, on fait les réunions, ils en ont comme ça. Si on a une vraie démarche qualité, donc à commencer par la formation des managers d'EHPAD et l'intégrer dans un processus de démarche qualité continue, c'est-à-dire on va faire des groupes de travail en permanence, ça va être sur la bientraitance, sur l'alimentation, que sais-je. Là, on est sur un contrôle qui sera vécu, le contrôle qui sera imposé forcément, il sera vécu comme quelque chose de normal pour dire voilà, c'est super, regardez, nous on a fait notre démarche qualité, le contrôle, c'est juste acter ce qui a été fait. Et les contrôles, il faudrait qu'il y ait une personne qui soit vraiment spécifiquement dédiée à la qualité dans les établissements. Malheureusement, il n'y a pas forcément les moyens. La personne qui est dédiée à la qualité se retrouve à faire plein d'autres fonctions et la qualité passe un petit peu à l'as. Et ça permettrait quand même d'avoir des soignants, que si on a retrouvé le sens, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le sens de sa profession, les soignants eux-mêmes s'emparent des problématiques dans les établissements qui en sont vraiment porteurs. Je le vois, il y a des établissements où les soignants se disent voilà, on va faire sur l'alimentation, il y a des groupes de travail qui se font tout seuls et le jour où l'évaluation arrive, c'est déjà tout fait en fait, il y a juste à cocher les cases, les indicateurs. Et pour terminer, il y a une phrase que j'aime bien que Laurent Garcia, avec qui je travaille, m'a dit, moi j'aime bien quand on avait dit, en fait en contrôle, il faudrait contrôler plutôt le nombre de sourires plutôt que le nombre de chutes. Oui. Voilà, si on devait finir un petit peu comme ça, on arriverait à avoir des contrôles un peu plus sympas et avec le sourire aussi des soignants qui accepteraient beaucoup plus volontiers qu'on vienne qu'on vienne les contrôler, mais même pas les contrôler, les valider, on va dire, plus que contrôler. Tout à fait. Sur cette question de la qualité, Dominique Libaud, justement, on a le sentiment, vu de loin, qu'il y a une espèce de lien de confiance entre les autorités qui sont censées contrôler, ou qui financent, les ARS, on le voit sur les évaluations aussi, GIRPATOS, etc. Problème de confiance avec les établissements qui sont contrôlés, évalués. Est-ce qu'à votre avis, il y a aussi un changement culturel, c'est-à-dire des collaborations qui doivent s'améliorer aussi entre ceux qui financent, ceux qui contrôlent et ceux qui agissent aux côtés des personnes âgées? Surtout, je crois qu'il faudrait une politique, comme ça a été évoqué, une politique de la qualité en amont, quoi. Si on envoie le message aux professionnels, vous savez, on se méfie de vous, on va faire des contrôles partout, c'est pas comme ça qu'on va créer de l'attractivité dans les métiers. Si en revanche, on crée une politique de la qualité, par exemple, même sur les financements des établissements aujourd'hui, vous n'avez pas une incitation à la qualité en réalité. Vous financez en fonction de l'importance de la perte d'autonomie de la personne. Bon, mais vous ne financez pas pour récompenser la qualité. Donc ça, c'est un sujet sur la situation, pour être très clair, avec les groupes privés. Il n'y a pas de contractualisation de l'État avec les groupes privés sur la qualité. Moi, je pense qu'un groupe, ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir une politique d'en haut. Simplement, il faut que l'État dise, moi, je souhaite que vous fassiez de la qualité et pas simplement de la rentabilité. Je vous donne de l'argent public, eh bien, j'ai le droit de vous dire que moi, je vais vous juger sur la qualité. Peut-être que vos actionnaires vous jugeront sur la rentabilité, mais moi, je vous juge sur la qualité. Il me semble que ce n'est pas complètement absurde de dire ça. Et aujourd'hui, on n'ose pas dire effectivement un groupe privé doit être habilité sur de la qualité, de la transparence, etc. Et s'il y a de la qualité qui vient d'en haut, on parle les uns les autres de formation des managers, c'est hyper important. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exigence sur la formation, par exemple, sur les directeurs d'EHPAD privés, alors qu'il y a une formation imposée sur les directeurs d'EHPAD publics. Pourquoi? Je ne sais pas très bien. Donc, il faut effectivement travailler sur la formation, travailler sur des indicateurs, effectivement, qui sont autour de la prévention, de la relation avec les intérêts, avec les résidents, sur le sens et tout ça. Et il suffit d'aller sur le terrain pour voir que ça marche, qu'on a des exemples. Très souvent, il suffit simplement de regarder des bonnes pratiques qui fonctionnent et de se dire, tiens, ça serait peut-être bien qu'on puisse généraliser ce qui fonctionne et de dire à celles et ceux qui ont le courage, la volonté, parce que moi je leur envoie ce message vraiment d'estime, je trouve que c'est formidable ce que font certains, eh bien leur dire c'est super et il faut regarder et envoyer des messages comme ça, et c'est quand même différent d'envoyer des messages, attention,
attention, on va vous contrôler, etc. Tout à fait, très bien. Alors, une politique de l'autonomie ne peut s'envisager uniquement par le prisme du grand âge, on doit aussi tenir compte du handicap. C'est ce que nous disent Alain Villez, président des Petits Frères des Pauvres, et Pascal Ribes, président de l'APF France Handicap. On les écoute et on en parle. J'évoquais dans les grands défis auxquels nous sommes confrontés, cette nécessité de promouvoir une politique de l'autonomie. Et une telle politique concerne évidemment toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge. Donc il est plus que temps, et ça doit être la grande ambition de la constitution de cette 5e branche, ou de ce 5e risque de protection sociale, confiée à la CNSA par la loi de 2020, mais qui maintenant doit être investie. Il faut casser cette espèce d'inéquité conjoncturelle et structurelle surtout, qui a consisté à dire que dans le fond, suivant que vous faisiez un pépin de santé avant ou après 60 ans, vous n'avez pas les mêmes droits en matière de compensation pour l'autonomie. Il y a aussi, donc, dans cette convergence, à améliorer donc, la prestation. Il ne faut pas que la convergence soit au détriment d'un des publics, bien évidemment, mais bien au bénéfice des besoins de la personne, quel que soit son âge. Et donc la prestation de compensation doit pouvoir donc, être amenée à hauteur de l'ensemble des besoins et donc couvrir tous les restes à charge. Si toutes les prises en charge, enfin comme vous dites, toutes les prises en compte plutôt des besoins des personnes en situation de handicap ne sont pas faites à la hauteur des besoins, ça peut aller jusqu'au renoncement par la personne en situation de handicap de pouvoir acquérir telle ou telle aide dont elle a pour autant besoin. Et du coup, ça impacte non seulement sur son autonomie, ça la limite, ça la restreint, mais ça a un impact aussi très concret sur sa santé. Alors après ces propos d'Alain Villez et de Pascal Ribes, moi je voulais vous poser la question, Monsieur Libaud, sur pourquoi est-ce si important de prendre en compte le handicap quand on envisage les politiques de l'autonomie. On parle dans la tête de bien des citoyens, c'est surtout le grand âge qui est concerné, mais pourquoi c'est important d'englober ces deux sources de perte d'autonomie pour élaborer des politiques d'autonomie dignes de ce nom? Alors, effectivement, les politiques d'autonomie visent donc à la fois les situations du grand âge et les situations du handicap. Il y a beaucoup de points communs. Je dirais aussi, pour nuancer un peu, je pense qu'il y a des points spécifiques aux deux populations. C'est important. Et je veux évoquer à la fois les points communs et les points spécifiques. Les points communs, c'est que je parlais de difficultés pour la personne d'être accompagnée dans un vrai parcours. Et bien ça, on le rencontre sur les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, elles l'expriment de la même façon. Cette difficulté, l'impression quelquefois d'être face à des administrations, pas des gens qui vous accompagnent dans un parcours. Donc la nécessité de changer le service public vis-à-vis de ces personnes, je pense qu'elle est identique. On a évidemment la situation qui a déjà été évoquée des aidants, qui est très similaire entre un aidant d'une personne en situation de handicap ou un aidant en personne âgée. Et donc la nécessité de soulager l'aidant, de prendre en compte l'aidant dans l'accompagnement, c'est-à-dire de regarder pas seulement la personne mais l'aidant, eh bien c'est très important évidemment aussi. Donc ça on le retrouve de toute évidence. Et enfin, je dirais la nécessité d'une vision globale. Sophie Cluzel, la précédente ministre en situation de handicap, avait lancé ce qu'elle appelait le 360, c'est-à-dire la vision globale de la personne. Et je crois que tant du côté de la personne âgée et de la situation en personne de handicap, il y a besoin de cette vision globale des choses. Ce qui importe, c'est de travailler sur le parcours de la personne et pas d'avoir des réponses ponctuelles, limitées en silos. Donc voilà, ça c'est les points communs. Des points un peu quand même séparés. Du côté du handicap, on a évidemment beaucoup plus que du côté de la personne âgée, la nécessité très forte d'intervention d'acteurs de droit commun sur
pour le jeune, la personne handicapée jeune, eh bien c'est toute la question de la scolarisation évidemment qui va être posée, et donc toute la question de l'inclusion va être tout à fait fondamentale. Et ensuite on a évidemment la question du milieu professionnel, voilà. Et donc c'est une question absolument fondamentale évidemment quand on va traiter de la personne en situation de handicap. Évidemment on ne va pas retrouver ces mêmes questions sur la personne âgée. Et les questions sanitaires et de santé vont être plus prégnantes sur un certain nombre de personnes âgées. Les questions de polypathologie, c'est quand même très fréquente. Quelquefois, cette personne en situation de handicap, elle a une situation stabilisée, elle n'a pas beaucoup plus de questions de santé qu'une autre personne. Et la question du rapport au système de soins est quand même beaucoup plus forte. Et puis, enfin, je dirais, sur la personne âgée, la situation n'est pas stable. Et donc, on a une évolution et la nécessité de prendre en charge et quelquefois de réagir très rapidement à cette évolution. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il faut demain travailler sur les territoires de façon globale sur l'autonomie, mais aussi en étant conscient de ce qui est caractéristique de l'un et de l'autre. Et de façon, à chaque fois, c'est la nécessité d'un regard individualisé, sur la personne, sur son parcours. Tout à fait. Alors justement, Aurélie Olagnon, est-ce que vous souhaitiez réagir à ces propos-là sur la nécessité d'avoir cette vision globale et en même temps de pouvoir justement faire un peu dans la dentelle, justement pour répondre aux situations des uns et des autres? C'est sûr que ça demande une vraie réflexion sur la différence. Hein, ça a été évoqué dans la vidéo. À 60 ans, il y a un cap. Donc un handicap. Et puis des fois, ça se situe à quelques mois. Hein, c'est ça, du jour au lendemain même. En fait, si vous faites votre AVC à 59 ans et 364 jours, c'est pas pareil que si vous le faites le jour de vos 60 ans. Exactement. Vous n'avez pas la même chose. Et c'est important. Un handicap, c'est la conséquence d'une déficience. Après, la déficience, elle est la même à 59 ans et 364 jours qu'à 60 ans. Moi, je vois aussi une simplification du parcours usager. Vous parlez du parcours. On voit le parcours du combattant, ça a été évoqué. J'étais orthophoniste, je ne vous parle même pas du parcours pour les parents, même ne serait-ce qu'une dyslexie. Et ça, c'est un handicap aussi. Et alors, quand on arrive aux personnes âgées, où tout est numérisé, où tout ça, je pense qu'il y a toute une vraie politique de l'autonomie au général, handicap compris, à repenser. Et à ce moment-là, je reviens à mes acteurs locaux, je reviens à mes CCAS qui ont un rôle de repérage aussi de ces personnes-là, qui vont les accompagner. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une simplification, un vrai travail de territorialisation encore. Le département, certainement, qui a son rôle à jouer là-dedans dans sa compétence pour pouvoir simplifier le parcours usager et donc les aidants pour les aidants et voilà, tout l'écosystème. D'accord, très bien. Alors on va reprendre une question internaute qui ressemble un peu à la première que nous avait posée Marie. Comment faire en sorte que la lutte contre la perte d'autonomie devienne une priorité des politiques publiques? Alors Aurélie, peut-être je vous laisse la parole. C'est un très très vaste sujet, hein, encore une fois. Pour moi, c'est une non-question en fait. Il n'y avait rien de plus prévisible qu'un mur démographique après un baby-boom. Donc ça n'a pas été anticipé. Ça commence à dater. Hein, ça commence à dater. On prend le mur écologique, on ne l'a pas forcément prévu. Le mur démographique, on pouvait le prévoir. Donc ce n'est même pas la peine d'attendre une priorité, d'attendre ça. Je pense que la priorité, s'il y en a une, ça va être de relayer les initiatives qui existent déjà. Moi, je crois à l'engagement citoyen, je crois aux gens qui veulent avancer. Il y a plein de choses qui existent, il y a juste besoin de les relayer. D'où l'intérêt de l'Observatoire du grand âge qu'on a créé avec Laurent, Florence Aubenas, pour pouvoir faire avancer les choses, relayer ce qui fonctionne, parce que c'est pas juste de dire ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a plein de choses qui fonctionnent. Faire parler, faire cohésion entre tous les secteurs, le privé, lucratif, non lucratif, le public, le domicile, et tout ça, en fait, aller dans le même sens. Et je crois vraiment que finalement, les solutions, elles viennent pas du haut, elles vont venir du bas, et ça va être aux personnes qui seront à la gouvernance de pouvoir relayer tout ça et donner les moyens et soutenir toutes les initiatives. D'accord, très bien. Dominique Libaud, justement, sur cette fameuse question de ériger cette politique de l'autonomie au rang des priorités des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et vous qui êtes l'auteur justement de nombreux rapports, comment est-ce qu'on se situe après avoir publié tant de rapports, formulé tant d'idées, écouté tant d'acteurs sur cette espèce d'inertie où ça n'apparaît pas vraiment comme une priorité des politiques publiques? En tout cas, c'est l'impression que ça en donne. À la fois, c'est vrai qu'il
il faut se baser sur ce qui se passe sur le terrain et il se passe énormément de choses. Et néanmoins, je pense qu'à un moment donné, il y a besoin de structurer une action publique forte sur ces domaines-là, notamment pour anticiper. C'est vrai que moi, je considère que notre action publique, globalement, elle est souvent court-termiste, elle est quand même à la réponse à l'urgence, plus que l'anticipation des sujets de demain, que ce soit la transition démographique ou la transition environnementale. Donc voilà, c'est un des sujets de notre fonctionnement sociétal, démocratique, et le grand âge en est un petit peu pas la victime, enfin disons, voilà, on n'y arrive pas tout à fait. Donc moi je pense qu'effectivement tous les mouvements qui permettent de dire oui, c'est un vrai sujet qui parle aux gens, moi j'ai constaté en présentant mes travaux à plein de publics combien ça parle à toutes les personnes, parce que dans toutes les familles on est confronté ou on a été confronté à ces sujets. Et ça, le politique quelquefois ne veut pas entendre ça. Je crois aussi quelquefois il a peur en se disant le sujet grand âge, de dire ah oui, mais enfin c'est quand même des générations, on parle des boomers qui ont été privilégiés, tout ça, etc. Et on oppose ça aux jeunes. Et moi je dis, en fait, une vraie politique du grand âge, c'est une politique qui est à la fois une politique évidemment pour les personnes âgées, mais pour les générations qui vont venir, parce qu'on anticipe, et pour les jeunes aussi, parce qu'on a parlé des métiers, et bien en travaillant beaucoup sur l'attractivité des métiers, on trouve aussi des solutions pour les jeunes, des solutions professionnelles, et il ne s'agit surtout pas d'opposer une génération à l'autre. Il s'agit en travaillant beaucoup sur des métiers valorisants, de trouver des solutions pour les jeunes et des solutions qui aident les personnes âgées. Donc voilà, je pense qu'il reste un travail pédagogique à faire important pour que ça soit vraiment identifié comme une priorité très forte. Et je pense qu'on a quand même besoin, pour donner de la lisibilité, du souffle et de la cohérence à ces stratégies. Très bien. Madame, Monsieur, je vous remercie. Nous prenons bien la mesure des nombreux chantiers en cours en matière d'autonomie, à la fois sur le terrain, on l'a vu, de l'attractivité, de la gouvernance, mais aussi de la convergence des politiques du handicap et du grand âge. Mais pour que tout ceci fonctionne, il faut un socle. Et c'est bien l'objectif de la fameuse 5e branche de sécurité sociale qui a vu le jour, au moins juridiquement, en août 2020. Comment faire en sorte que celle-ci devienne effective? C'est ce que nous allons découvrir lors de notre prochaine séquence. Mais en attendant, une petite pause publicitaire s'impose. Une autre économie est possible, ça oui. Mais une autre banque? Je demande à voir. Eh bien voyons. Et qu'est-ce que ça change? Les clients ont leur mot à dire. Et ils ne s'en privent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. C'est la banque des coopératives. Des associations. Des mutuelles. Des théâtres. Des festivals. Des syndicats. Des fédérations sportives. Des PME, PMI. On appelle ça des personnes morales. Des personnes qui entreprennent autrement. Ça, on peut dire qu'elles ont le moral. Et les personnes physiques alors? C'est la banque des particuliers qui se ressemblent. Mais enfin, c'est une banque, pas un club. Justement, on parle d'argent là. Avec des produits engagés bien pensés, tu peux agir. Ton compte t'ouvre des tas de moyens d'action. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile. Moi, c'est la solidarité mondiale en premier. Et l'insertion alors? La culture, qu'est-ce que vous en faites? Croyez-moi, l'essentiel, c'est l'emploi. Oui, l'emploi dans les territoires. À condition de développer l'écologie. Le bio. Les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. On commence quand? Moi, je crois que c'est possible. Et nécessaire. Une économie où chacun a son mot à dire. Des investissements pensés pour le bien-être de tous. On appelle ça la finance patiente. T'en sais des choses. L'important, c'est un monde plus juste. Un monde où l'argent seul ne ferait plus la loi. Et tout ça, avec le crédit coopératif, on peut y arriver. Simplement en étant client. Pas seulement client. Sociétaire. Crédit coopératif. Une autre banque est possible. Alors la mise en place de nouvelles politiques de l'autonomie suppose de repenser notre système de protection sociale. Un premier pas a été réalisé, on le disait dans la séquence précédente, au travers de la mise en place d'une 5e branche de sécurité sociale, mais il reste de nombreuses étapes pour que celle-ci devienne réalité. Quels sont les prérequis nécessaires pour enfin transformer l'essai? Pour répondre à cette question, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Stéphane Corbin, directeur adjoint de la CNSA, et Étienne Petit-Mangin, président de la commission autonomie et citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées de l'UNIOPS. Alors première question que j'aimerais vous poser, Étienne Petit-Mangin,
Sur ce lien entre justement la mise en place de politiques de l'autonomie ambitieuses et la nécessité de repenser notre système de protection sociale, pourquoi ces deux éléments sont particulièrement liés? Alors, merci Antoine. On parle de 5e branche. Peut-être faut-il rappeler les 4 premières, oui, qui datent de l'après-guerre. C'est le fondement de notre système de protection sociale, de notre solidarité en France. Il y a 4 branches, la famille, la maladie, les accidents du travail et la retraite. Un système qui est fondé sur un principe simple qu'il faut aussi rappeler: chacun contribue suivant ses moyens et chacun reçoit suivant ses besoins. On peut le dire en termes très simples. L'idée de créer une 5e branche, c'est bien sûr répondre au mur dont on parlait tout à l'heure, oui, le fameux mur démographique qui de toute façon arrive, parce que s'il y a une science qui est prévisible, c'est bien la démographie, sauf catastrophe mondiale. Voilà. On sait que de toute façon, à partir de 2030, enfin, ou même lors de ce quinquennat, Serge Guérin l'a très bien évoqué tout à l'heure. Il parlait de 2026. Hein, voilà, ouais, on a cette question-là. Donc, pour dire les choses là encore en termes simples, nous avons une obligation de trouver des réponses. Et je reviendrai sur la question du financement, parce que si on ne trouve pas les réponses, ça nous coûtera beaucoup plus cher. Alors, vous l'avez rappelé, il y a des prémices de cette 5e branche depuis quelques années. Et en 2020, c'est vrai que le Parlement et l'exécutif a confié à la CNSA la responsabilité de mettre en place cette 5e branche. Moi, je voudrais juste insister pour dire que c'est nécessaire mais pas suffisant. Et que depuis 2020, et on le voit bien, et nous l'avons évoqué cet après-midi, il y a la nécessité d'exprimer une ambition collective à ce défi. Voilà. Et c'est tout à fait majeur, parce qu'autrement, on en restera à quelques considérants techniques qui ne feront pas véritablement avancer les sujets au fond. Voilà. Très bien. Je reviendrai ensuite. On va poursuivre parce que je sais qu'il y a énormément d'éléments qu'on va évoquer, notamment sur le fait de savoir si effectivement c'est une révolution ou pas une révolution, cette création de 5e branche. On va l'évoquer. En tout cas, elle s'impose. Ouais, voilà. Tout à fait. Mais je voulais justement faire réagir Stéphane Corbin sur ce fameux lien entre l'élaboration de politiques d'autonomie et la nécessité de repenser notre système de protection sociale. Étienne Petit-Mangin nous rappelait les fameux 4 premiers risques issus de 1945. Est-ce que maintenant il faut franchir ce cap d'aller vers ce 5e risque et est-ce que ça implique vraiment une réflexion nouvelle autour de notre système de protection sociale? Oui, la 5e branche ou le 5e risque, même s'il y a des risques, il y en a plus que 4 et donc plus que 5, il est arrivé tardivement, hein, puisque Étienne y fait référence, les 4 premiers, même dans des constructions progressives, mais sont issus de l'après-guerre et la 5e branche a été créée en 2020. Mais c'est aussi la nature, et vous avez raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire que la protection sociale en France, et plus singulièrement ce qui est le plus cher de cette protection sociale, la sécurité sociale, a été conçue pour finalement faire face à des accidents de la vie ou à des événements particuliers, la constitution d'une famille, le départ en retraite, et pour pouvoir couvrir soit des pertes de revenus, soit des coûts supplémentaires liés à cet événement-là. Et la 5e branche a en elle-même, d'ailleurs, lors du débat parlementaire, évolué dans sa conception, puisque ce n'est pas que de la sémantique, elle était conçue comme une branche dépendance. Fait justement un peu sur le modèle des 4 premières, de dire il arrive un événement particulier et il convient de le couvrir, l'entrée en EHPAD, l'entrée dans la dépendance. Et le débat parlementaire, et c'est fort heureux, et les échanges que vous avez eus sur le plateau avant nous le montraient bien, il s'agit de couvrir
finalement le soutien à l'autonomie, c'est-à-dire de permettre tout au long de la vie, de la naissance finalement jusqu'à la mort, l'autonomie des personnes. Et donc il faut plutôt concevoir un système de protection sociale longitudinal plutôt que de le concevoir uniquement sur des événements particuliers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de couvrir ces événements particuliers, mais c'est l'approche même de la sécurité sociale qui s'en trouve bouleversée, le soutien à l'autonomie, et de devoir peut-être réinterroger à la fois les risques couverts, mais aussi la manière dont ces risques s'articulent. Et il n'est pas d'ailleurs du tout surprenant que la CNSA, qui existait avant la 5e branche, gérait déjà des crédits venant de l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une porosité finalement entre les risques et la manière de les couvrir, et nous pensons même que ça vaut entre les différentes branches de la sécurité sociale, mais ça vaut aussi pour l'ensemble des politiques publiques. Tout à l'heure, on nous invitait à repenser la ville, au gré du vieillissement de la population. Eh bien, c'est d'autres politiques publiques qu'il faut mobiliser aux côtés de la sécurité sociale. D'accord, très bien. Alors, justement, vous évoquiez une vision très originale, justement, au travers de cette approche, de cette fameuse, que propose cette approche de la 5e branche de sécurité sociale. Est-ce qu'on peut dire, parce que l'événement, le vote de cette loi en août 2020, a fait parler, mais a fait parler dans le secteur très particulier de gens qui connaissent effectivement le secteur des personnes âgées. Est-ce qu'on peut parler de véritable révolution quand même, avec la création, la naissance de cette fameuse 5e branche? Alors, il ne faut pas bouder non plus notre plaisir. Je pense que pour beaucoup, on souhaitait l'arrivée d'une branche autonomie et que c'est une étape importante. Je pense que les historiens de la protection sociale, dans une cinquantaine d'années, parleront d'août 2020. Donc il ne faut pas négliger cet élément-là, qui rappelle quand même dans son article que la nation prend en charge de manière universelle et solidaire le soutien à l'autonomie. C'est donc une ambition qui est relativement importante. Par contre, tout le monde en conviendra, c'est que la loi du 7 août 2020 n'est pas autoporteuse en soi de droits nouveaux, et que tout reste à faire, et c'est en ce sens où, si elle invite très fortement un changement de paradigme, c'est-à-dire à un véritable impact sur les personnes ou sur la manière dont on conçoit justement cette politique de l'autonomie, ce n'est pas la loi seule qui le permet. Elle donne des missions nouvelles à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle invite finalement tout le monde à évoluer, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, vous savez que lorsque a été élaborée cette loi, a été demandé dans le même temps qu'un rapport soit remis au Parlement pour en définir à la fois le périmètre, la gouvernance et le financement. Ce rapport a été fait par Laurent Bachet, l'ancien directeur de la CNSA, et qui le disait lui-même que pour que finalement cette révolution existe, ou pour que cette promesse existe, il y avait plusieurs des événements incontournables. Le premier, Dominique Libaud y a fait référence, c'est qu'on ne peut pas parler de branche de la sécurité sociale et donc de régime universel sans réinterroger l'équité. Et donc sans s'assurer que les prestations soient couvertes en tout point du territoire et dans une qualité, si ce n'est égal, au moins maîtrisé. Le deuxième élément fort que mettait en évidence Laurent Bachet, c'est la nécessité aussi d'une meilleure visibilité de ce droit et de cette branche de la sécurité sociale. C'est tout l'enjeu du service public de l'autonomie qui reste à construire. Puis le troisième, mais je pense que Étienne Petit-Mangin en parlera, c'est qu'il faut des financements qui soient à la hauteur des besoins identifiés de la population, alors que nous sommes encore peut-être un petit peu loin du compte en la matière. D'accord, très bien. Étienne, sur cette question de la révolution, cette question des conditions à réunir pour que justement cette 5e branche devienne la révolution qu'on nous promet, est-ce que vous partagez la vision de Stéphane Corbin et quels seraient les éléments, les quelques éléments justement qui pourraient nous permettre de faire de ce vote de la loi d'août 2020 une véritable révolution?
Oui, je partage intégralement ce qu'a dit Stéphane, bien entendu. Bien. Et j'aime bien ces propos. C'est plus une promesse qu'une révolution aujourd'hui. Il y a des prémices, mais aujourd'hui, évidemment, le compte n'y est pas. Je voudrais souligner au moins 4 ambiguïtés qu'il faudrait lever, même s'il n'y a pas de débat public, et ça a été évoqué dans cet après-midi, on sent, quand on en parle, plusieurs ambiguïtés sur le sujet. Alors, évidemment, la question du financement. Voilà. Est-ce qu'on est sur une évolution technique ou une vraie révolution parce qu'il y aura des moyens, parce qu'il y a une vraie prise de conscience et un vrai enjeu sociétal. Voilà. Une mobilisation des contribuables autour de Absolument. Autour de tout ça. C'est la question de l'acceptabilité de l'impôt. Encore faut-il qu'il y ait un débat, des explications et une claire conscience de ce mur ou de ces défis que nous avons apportés ensemble. Voilà. Ça, c'est la première ambiguïté. Voilà. J'ai beaucoup milité pour dire pendant des années, il y a beaucoup d'argent mobilisé sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées. Il faut mieux le mobiliser et on peut faire plus. Aujourd'hui, c'est juste pas possible. Voilà, on ne peut plus tenir ce discours-là. Il faut de l'argent, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. La deuxième ambiguïté qu'il faut lever, c'est est-ce qu'on est uniquement personne âgée, le défi de l'âge, ou une approche beaucoup plus large, beaucoup plus sociétale, comme on le dit, sur le soutien de toute personne en risque de perte d'autonomie. Voilà. Il y a un vrai sujet. Voilà. Parce que dans le débat public, les rares fois où il existe, on parle de l'âge. Mais voilà. Juste peut-être dire que la création récente d'un ministère commun personnes âgées, personnes handicapées, est quand même un signe positif que nous attendions beaucoup, et en particulier à la CNSA, parce que ça correspond tout à fait à l'approche convergente de la CNSA. Troisième ambiguïté, finalement, au bout du compte, est-ce qu'on veut lutter contre la dépendance ou soutenir l'autonomie ? C'est pas exactement pareil. On l'a dit aussi cet après-midi. Mais il y a quand même, et on le voit dans la sémantique, dans les propos de ceux qui y interviennent, et y compris les rares fois qu'on l'entend au Parlement, ambiguïté sur le sujet. Et il faudra bien arriver à dire que ce que nous souhaitons, c'est véritablement de mobiliser tous les moyens de soutien à l'autonomie et pas simplement avoir une approche. Voilà. Et puis c'est cette fameuse approche sur la durée dont parlait Stéphane Corbin. Absolument. Je crois que l'ensemble des intervenants cet après-midi l'ont bien montré. Et puis, quatrième ambiguïté que je souligne là au passage, c'est cette question du domicile. Tout à l'heure, on a parlé 3 fois le domicile. Alors, là, pour le coup, je peux peut-être exprimer une nuance ou un avis divergent. Oui, tout à fait. On dit beaucoup que les personnes, nous souhaitons tous rester vivre le plus longtemps possible à notre domicile. Je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait exact. Nous voulons rester vivre chez nous. Bien sûr. On veut vivre chez soi. Et ce qui est intolérable, c'est de vivre dans un espace où on n'est plus chez soi. Voilà. Et l'enjeu, de mon point de vue, n'est pas tant de maintenir à tout prix les personnes dans leur domicile familial, que de faire en sorte que là où ils et elles vivent, ils soient chez eux et chez elles. C'est ça qui est important. Et il y a un enjeu énorme de transformation des établissements de ce point de vue-là. Voilà aussi la promesse de cette 5e branche, de cette loi, qu'on sorte de ces ambiguïtés pour en faire vraiment quelque chose de très structurant, très important dans la vie des personnes. D'accord. Et si à partir du moment où on a levé toutes ces ambiguïtés, puisque Stéphane Corbin l'évoquait, comment est-ce qu'on peut faire pour que cette fameuse 5e branche, cette loi votée de manière relativement confidentielle, ait de vrais impacts sur le quotidien des personnes âgées et des personnes en situation de handicap? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le quotidien, sur la vie des gens, cette fameuse 5e branche de sécurité sociale? Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'ampleur du changement dans le quotidien. Alors,
J'aimerais donner 2-3 exemples. Ouais, c'est important, les exemples. Je représente l'UNIOPS au conseil de la CNSA, et le conseil de la CNSA a beaucoup travaillé, continue à beaucoup travailler sur la mise en place de la 5e branche. Dans la promesse de cette affaire, il y a quelque chose d'assez important. Accompagner les personnes fragiles, c'est s'intéresser à leur lieu de vie, le domicile dont on vient de parler, leur chez-soi, chez elles. Il y a les questions de santé, il y a les questions de services divers et variés qu'on peut apporter. Et d'accessibilité à ces services. D'accessibilité à ces services. Ouais, tout à fait. Et je dirais d'équité dans l'accès à ces services. Et puis, il y a une question essentielle qui a aussi été abordée, c'est la question de la présence, du présentiel. Voilà. C'est une activité aujourd'hui qui n'est absolument pas financée, dont on sait bien que c'est hyper important, mais qui aujourd'hui doit être réfléchie. Et ça changera véritablement la vie des personnes. Et on l'a dit sous de multiples formes cet après-midi, si les personnes ne sont pas uniquement considérées comme des objets de soins, mais comme de vrais sujets de vie, de citoyenneté et de participation à la vie citoyenne de notre pays. C'est quand même sur le fond quelque chose d'important. Alors ensuite, il y a des questions plus, non pas techniques, mais peut-être un peu plus précises. Pour le coup, sur le domicile, aujourd'hui, une personne en difficulté reçoit la visite d'une auxiliaire de vie, d'une aide-soignante et d'une infirmière, parfois 3 fois par jour. Et des fois pas les mêmes. Et des fois pas les mêmes. Des fois Autant de personnes qui rentrent dans leur intimité. Tout à fait. Est-ce que ce 5e risque ne serait pas l'occasion de simplifier tout ça, de créer de la porosité, de créer pas simplement de la coordination, mais de la délégation de tâches. C'est possible quand on y travaille. D'accord. Pour diminuer le nombre de personnes. Et tout ça aussi, et je le redis à ma façon, pour dire que le cœur du métier de tous ces professionnels, c'est bien l'accompagnement, c'est bien la personne, c'est bien le compagnonnage avec des personnes. Et ça, c'est quand même une promesse, un enjeu très très important. Juste encore un mot sur les EHPAD, que je ne sois pas frustré, non, mais, parce que on parle beaucoup de la médicalisation des EHPAD. Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée? Il y a besoin, bien sûr, de médicaliser. Mais aujourd'hui, il y a un clivage entre l'hôpital, la médecine de ville et la médecine à domicile. Est-ce que ce n'est pas pas la porosité, mais la fluidité de tout ça qu'il faut travailler. Voilà. Pour dire qu'il y a des sujets très techniques, mais très ambitieux dans cette affaire de 5e branche. Très bien. Stéphane Corbin, moi je voulais vous faire réagir justement à cette idée que défend Étienne Petit-Mangin, que cette 5e branche peut être aussi une occasion de revisiter nos manières d'accompagner justement les vulnérabilités, grand âge, mais aussi handicap. Est-ce que vous partagez cette vision que si on s'intéresse au quotidien de ceux qui vont bénéficier de cette 5e branche, c'est les modes d'accompagnement en fait, c'est une réflexion qu'on doit tous avoir, réfléchir à d'autres modes d'accompagnement. Dominique Libaud aussi évoquait la coordination des acteurs. Est-ce que, à votre avis, ça sera le grand défi, la vraie conséquence sur la vie des gens, ce Big Bang de l'accompagnement, on va dire? Oui, je partage évidemment les propos d'Étienne Petit-Mangin sur la manière de concevoir l'accompagnement. C'est vrai qu'il faut sortir de cette fausse bonne idée qui serait de dire que l'approche des politiques de l'autonomie doit être conçue sur le maintien à domicile. Ce n'est pas le maintien à domicile l'enjeu, et Étienne l'a très bien dit, c'est de considérer que les accompagnements s'opèrent dans l'environnement de la personne et sont garantis dans l'environnement de la personne, où que soit cet environnement, et de sortir... C'est-à-dire qu'on peut être à domicile en EHPAD. Voilà. D'ailleurs, juridiquement, tout à fait. On est considéré comme étant à domicile. On l'est, sauf qu'en EHPAD, on est hébergé. Alors que ce que souhaite tout un chacun, et notamment pour les personnes âgées, mais ça vaut pour les personnes en situation de handicap, c'est comme tout un chacun, comme tout citoyen, on veut habiter. Et c'est une révolution, parfois, Matière Grise avait travaillé sur l'EHPAD de demain et disait peut-être qu'on pourrait symboliser cette révolution-là, de dire
plutôt que le directeur de l'EHPAD dise « bienvenue chez nous », qu'il puisse dire « bienvenue chez vous ». Et à partir de là, vous voyez que vous repensez l'ensemble du modèle. Moi qui travaille beaucoup à la promotion de l'habitat inclusif, c'est exactement cette révolution-là qui, pour le coup, qui est opérée. Donc c'est une évolution du modèle qui est attendue. Mais derrière, d'ailleurs, cette évolution du modèle, c'est pas non plus que de la sémantique. C'est aussi, pour les personnes, la volonté d'exister, quelle que soit leur situation et leur vulnérabilité, et que l'on puisse prendre en compte demain dans les accompagnements la personne elle-même dans ce qu'elle est en tant que telle, et de ne pas concevoir des accompagnements en dehors de la personne. Ça, c'est un point important. Le second, et qui est peut-être d'ailleurs un défi encore plus important, c'est pour les personnes d'avoir confiance dans des prestations garanties et de qualité. Pourquoi ? Je le dis, c'est qu'aujourd'hui, si vous interrogez la plupart des personnes, ils vivent encore la perte d'autonomie comme un risque sur lequel se fonde toute une série d'incertitudes. Eh bien, je pense que si il y a une ambition dans la sécurité sociale, c'est de rompre cette incertitude pour qu'il y ait la certitude de l'accompagnement. Et c'est là que le chemin est encore long, c'est la question de l'équité, nous l'avons dit, c'est la question de la qualité des accompagnements, et puis c'est la question évidemment de l'attractivité des métiers du prendre soin, puisque aujourd'hui, quelle que soit d'ailleurs la qualité du service, nous le savons, de plus en plus, il y a un écart entre les prestations prescrites, c'est-à-dire celles qui sont évaluées comme correspondant aux besoins de la personne, et celles réellement réalisées sur l'ensemble du territoire. Donc on voit que ça, c'est des défis évidemment très importants. Et puis il y a une dernière question qui rejoint d'ailleurs toute la problématique du financement. Et qui, pour rompre aussi une partie de cette incertitude, c'est le reste à charge. On ne l'évoque pas suffisamment, mais Dominique Libault l'a très bien montré dans son premier rapport, aussi bien d'ailleurs en établissement, mais si nous souhaitons des accompagnements au domicile de la personne, et de qualité, notamment en développant la fonction présentielle qu'évoquait Étienne, ça suppose de réfléchir sur le reste à charge en fonction des revenus tel qu'il est calculé aujourd'hui avec les prestations qui sont couvertes par la branche. Donc c'est aussi des défis qui sont devant nous. D'accord, ces défis sont très nombreux, peut-être qu'ils se situent, on va dire, à moyen terme. Entre août 2020 et maintenant, et les 5 prochaines années, on va dire, qu'est-ce qui va, quelles vont être les prochaines étapes de déclinaison de cette 5e branche et quels sont les, on va dire, je dirais pas les défis à très long terme, mais qu'est-ce qu'il va falloir lever comme obstacle maintenant, quels sont les défis à relever tout de suite, là, dans les 5 prochaines années, pour que cette 5e branche vive? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude un peu de dire que cette 5e branche, créée comme ça en pleine crise, est un peu une coquille vide. Il y a quand même eu des premières réalisations. Je pense que nous n'avons jamais eu une loi de financement de la sécurité sociale millésimée comme 2022, portant autant de mesures. Ça ne veut pas dire qu'elle a couvert la problématique. Tout le monde réclamait une loi, mais elle a apporté beaucoup de mesures. D'abord, elle a initié un nouveau mode de financement des services d'aide à domicile, mais elle a initié aussi une convergence des services. Sachez qu'il existe encore des services, des SIAD, des SAD, des SPASAD, etc. Nous devons aller, c'est l'exemple que donnait Étienne, des 3 personnes qui peuvent passer dans la journée sans qu'ils soient forcément coordonnés. Donc il y a eu des crédits sur la coordination, il y a des crédits pour la qualité de service, et puis il y a eu sur le modèle de l'EHPAD aussi la volonté de l'ouvrir à l'extérieur avec les centres de ressources territoriales et qui doivent initier un nouveau modèle. Et puis, pour ce qui est de la CNSA, la 5e branche, c'est aussi la concrétisation d'une première convention d'objectifs et de gestion que nous avons signée avec l'État et qui donne des perspectives relativement claires sur les 5 prochaines années, à la fois en trajectoire de moyens supplémentaires, aussi de moyens humains pour la CNSA. Je le résumerai très rapidement en 3 éléments. C'est garantir la qualité du service public de l'autonomie, et c'est des moyens justement pour accompagner les territoires vers la création de ce service public territorial. Ça, c'est un premier élément. Le second, qui est un vrai défi, c'est
comment on engage véritablement cette approche domiciliaire et donc comment, là aussi, on transforme finalement notre offre vers une approche domiciliaire. Ça vaut pour l'EHPAD comme pour les services d'aide à domicile. Et puis une branche, elle ne se crée pas du jour au lendemain, vous l'avez dit, elle doit aussi s'outiller. Elle doit s'outiller et on sait que il est nécessaire, je ne dirais pas qui, mais une grande personnalité de la sécurité sociale disait une caisse nationale, enfin une caisse de sécurité sociale du régime général, c'est des systèmes d'information et un réseau. Eh bien, je crois que nous devons travailler aussi à avoir des systèmes d'information qui donnent beaucoup plus d'éléments de connaissance sur les publics et effectivement une animation de réseau qui soit à la hauteur des enjeux de la sécurité sociale. Très bien. Étienne Petit-Mangin, beaucoup de choses ont été dites justement sur ces défis, on va dire, dans les 5 prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous viennent en tête quand il s'agit justement de rendre cette 5e branche effective à court terme, on va dire, enfin, si on peut dire ça, 5 prochaines années? Oui. Je reviens un instant sur la nécessité d'une loi et d'un grand débat parlementaire sur cette question-là. C'est absolument nécessaire aujourd'hui, tout le monde en convient. On l'a pas eu ce grand débat. On l'a pas eu, sans faire du tout de polémique. Après 2020, on l'a attendu, on nous a dit mais on peut faire beaucoup de choses sans la loi, c'est vrai. Sauf qu'à un moment, il faut quand même qu'il y ait un débat public. J'espère que cet après-midi, il contribuera aussi. Voilà. J'aimerais signaler un point qui pour moi est très important et terminer peut-être sur une note d'optimisme en ce qui me concerne. Je ne sais pas si les parlementaires ont tous réalisé qu'en confiant à la CNSA en 2020 la 5e branche, c'était pas tout à fait anodin. Parce que la CNSA n'est pas historiquement une administration comme les autres. Au moins pour 2 raisons. La première raison, c'est notre présence. Dans les autres branches de sécurité sociale, c'est une gestion paritaire qui date de l'après-guerre jusque dans les années 65-67. Voilà. Patronat, syndicat. Là, à la CNSA, au conseil de la CNSA, il y a les parties prenantes, les représentants des personnes, des acteurs. Et ça, c'est quand même tout à fait original d'une part, mais c'est la garantie qu'on a une co-construction, une construction qui tient compte, qui doit tenir compte de ce que vivent les gens. Alors, tout ça n'est pas idyllique dans le meilleur des mondes. Il y a des frottements, mais des frottements qui sont jusqu'à présent extrêmement intéressants et productifs à la CNSA. On a beaucoup discuté et on discute beaucoup et je trouve ça extrêmement passionnant. Et, voilà. Et puis l'autre point, c'est que la CNSA n'est pas une administration descendante. Généralement, on fait une loi et on demande à l'administration de produire du règlement. Là. La CNSA n'est pas là-dedans. La CNSA pilote un réseau territorial qu'on est en train de renforcer, les systèmes d'information, les MDPH, mais la CNSA est dans un aller-retour et a cette intelligence et cette délicatesse, je ne dis pas par flatterie, parce que je le crois vraiment, de tenir compte de la vie des acteurs de terrain. Voilà. Et à ce titre-là, l'UNIOPS, on s'y sent bien. Je le dis comme ça. Parce que entre l'UNIOPS et les URIOPS, il y a du débat. Mais c'est quand même dans ces allers-retours que le sens véritable voilà, se crée, et pas simplement à Paris dans les têtes pensantes. Tout à fait. Et puis peut-être que ce grand débat que vous évoquez, il a déjà commencé justement au sein des instances de la CNSA et que c'est important déjà d'en discuter. Donc messieurs, je vous remercie pour ces propos passionnants. Nous prenons tous conscience en vous écoutant de l'ampleur des défis qui se présentent à nous lorsqu'il s'agit d'envisager les politiques de l'autonomie dans les prochaines années. Espérons que le quinquennat, on l'a dit, qui débute sera l'occasion d'en relever certains. Je voudrais à présent remercier tous les techniciens, les équipes de l'UNIOPS ainsi que celles du Crédit Coopératif pour leur aide et leur soutien. Je salue également la participation active de nos spectateurs et vous signale que notre prochaine émission aura lieu le 20 octobre prochain. En attendant, vous pouviez, vous le savez, accéder à tous les replays de l'émission en vous rendant sur notre chaîne YouTube. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.